L'Arménie devra-t-elle choisir entre Bruxelles et Moscou? C'est une déclaration qui pourrait faire beaucoup de bruit. Vladimir Poutine évoque ouvertement la possibilité d'un divorce entre la Russie et l'Arménie si Erevan décide de se rapprocher de l'Union européenne. Il compare même cette situation à ce qui s'est passé avec l'Ukraine avant le conflit. Lors d'une conférence, le président russe a été interrogé sur les ambitions européennes de l'Arménie. Et sa réponse est loin d'être passée inaperçue. Écoutez. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir encore une fois de plus sur notre plateforme d'échange. Je vous remercie infiniment les amis, je vous remercie infiniment d'être venus jusqu'ici. Merci, merci vraiment, je le saurais vous dire merci. Merci pour le soutien que vous nous apportez au quotidien. Merci pour votre encouragement, merci, vraiment merci. Je suis à de vous dire merci. Alors les amis, c'est toujours un grand plaisir, un très grand plaisir pour nous de vous avoir toujours sur notre plateforme d'échange. Nous vous remercions infiniment d'être arrivés ici en ce jour. Nous vous prions les amis de prendre le temps d'écouter attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez la peine d'écouter cette vidéo et les amis, nous vous reprenons tout juste après. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo et nous vous prenons juste après les amis. Sur ce, nous vous attendons à la fin. Concernant les projets de l'Arménie et des dirigeants arméniens, vous savez, nous n'avons invité personne à ces événements. Ce ne sont pas des célébrations officielles d'anniversaire, mais nous avons simplement informé tout le monde que nous serions heureux si certains venaient. Nous n'avons interdit la venue à personne. Il n'y avait pas d'invitation officielle. Ainsi, non seulement l'Arménie, mais aussi de nombreux autres pays, nos bons voisins, ainsi que nos bons partenaires et amis, n'étaient pas présents aujourd'hui. Je ne vois rien d'inhabituel là-dedans. Bien sûr, ceux qui sont venus ont, dans une certaine mesure, fait preuve d'un courage personnel, car ils ont appris l'existence de certains accords, notamment l'initiative du président Trump visant à prolonger les jours de trêve, les échanges, etc. Autrement dit, ils n'ont appris l'apaisement de cette situation qu'après leur arrivée. Et sans le savoir à l'avance, ils ont tout de même décidé d'être ici. Cela mérite un respect particulier. Mais je le répète, le fait qu'il n'y ait pas eu d'invitation officielle n'a rien d'exceptionnel. En revanche, concernant les projets de l'Arménie d'adhérer à l'Union européenne, cela nécessite évidemment une réflexion particulière. Nous en avons discuté plus d'une fois avec le Premier ministre Pachinian, et nous n'y voyons rien d'extraordinaire. En réalité, et il pourra le confirmer, je lui ai déjà dit plusieurs fois, et je peux le répéter publiquement aujourd'hui. Nous soutiendrons tout ce qui est bénéfique au peuple arménien. Nous entretenons des relations particulières avec le peuple arménien depuis des siècles. Et si telle ou telle décision est avantageuse pour le peuple arménien, très bien, nous ne nous y opposerons pas. Mais bien sûr, nous devons tenir compte de certaines circonstances importantes pour nous comme pour nos partenaires. Que veux-je dire? Par exemple, notre volume d'échanges commerciaux avec l'Arménie a diminué récemment. Les années précédentes, il était bien plus élevé, mais il représentait tout de même 7 milliards de dollars en 2025. Si l'on considère que le PIB du pays est de 29 milliards de dollars, c'est un chiffre considérable. Et l'Arménie bénéficie d'avantages significatifs dans le cadre de l'Union économique eurasiatique. Cela concerne l'agriculture, l'industrie de transformation, les droits de douane et d'autres taxes, ainsi que la question migratoire. À mon avis, il serait juste à l'égard des citoyens arméniens comme à notre égard en tant que principal partenaire économique de clarifier ce choix le plus tôt possible. Par exemple, organiser un référendum. Ce n'est pas notre affaire, mais en principe, ce serait logique, organiser un référendum et demander aux citoyens arméniens quel est leur choix. En fonction de cela, nous tirerions également nos conclusions et nous avancerions vers une séparation douce, intelligente et mutuellement avantageuse. Comprenez bien que ce que nous vivons actuellement dans le dossier ukrainien, tout cela a commencé avec l'adhésion ou la tentative d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce n'était pourtant que la première étape. À l'époque déjà, nous en discutions avec les Européens. Nous leur disions, écoutez, les normes phytosanitaires sont totalement différentes entre vos pays, l'Union européenne et la Russie. D'ailleurs, nos normes phytosanitaires sont beaucoup plus strictes. Il est impossible que vos produits arrivent sur le marché russe via le territoire ukrainien. Nous ne pouvions pas l'accepter, surtout qu'à l'époque nous avions des frontières ouvertes et une zone de libre-échange avec l'Ukraine. Nous aurions été obligés de nous protéger. Il en allait de même pour toute une série de produits industriels. Pour être honnête, j'ai été surpris par la position extrêmement rigide et directe des Européens. Ils sont restés inflexibles sur chaque question, non, non, non.
Finalement, le président de l'époque, Yanukovych, a relu plus attentivement les accords, a réfléchi et a déclaré « Non, pour l'instant je ne suis probablement pas prêt à cela, car cela aurait causé des dommages trop importants à l'économie ukrainienne. » Il n'a pas rejeté l'adhésion. Il a simplement dit qu'il devait réexaminer la question et tout analyser une nouvelle fois. Tout cela a ensuite conduit au coup d'État, à la question de la Crimée, à la position du sud-est de l'Ukraine et aux combats armés. Voilà où cela a mené. C'est une question sérieuse. Il ne faut pas pousser les choses à l'extrême. Il faut simplement dire attends, nous allons faire ceci ou cela. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, il faut simplement tout calculer. La partie arménienne doit faire ses calculs, et nous aussi. D'ailleurs, pendant que je réponds à cette question, je pense qu'il serait tout à fait possible de soulever ce sujet lors du prochain sommet de l'Union économique eurasiatique. Discours de Vladimir Poutine sur l'Arménie, l'Union européenne et la comparaison avec l'Ukraine s'inscrit dans une logique beaucoup plus large que la simple question des alliances économiques. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le message n'est pas uniquement adressé à Erevan, mais aussi à l'ensemble des pays post-soviétiques qui se trouvent aujourd'hui à un carrefour stratégique entre deux pôles d'influence, l'Union européenne d'un côté, et les structures d'intégration dominées par la Russie de l'autre. Quand Poutine évoque le cas de l'Ukraine, il ne le fait pas comme une simple référence historique ou politique, mais comme un scénario de mise en garde, presque un modèle narratif destiné à influencer les choix futurs des États voisins. Dans son intervention, il insiste sur une idée centrale, chaque rapprochement avec l'Union européenne aurait des conséquences économiques, commerciales et géopolitiques profondes, parfois irréversibles. Il met en avant les différences de normes, de systèmes douaniers, de régulations agricoles et industrielles, en soulignant que ces écarts rendent difficile une intégration simultanée dans deux espaces économiques concurrents. Derrière ce raisonnement technique, il y a en réalité une logique stratégique très claire, empêcher l'érosion progressive de l'influence russe dans son voisinage immédiat. Lorsqu'il parle de l'Arménie, Poutine adopte un ton relativement mesuré en apparence, mais le contenu est beaucoup plus ferme. Il rappelle les liens historiques entre la Russie et le peuple arménien, insiste sur les relations économiques importantes entre les deux pays, et met en avant les avantages actuels de l'intégration dans les structures eurasiatiques. Mais en parallèle, il pose une condition implicite, toute décision de bascule vers l'Union européenne entraînera nécessairement une reconfiguration des relations avec Moscou. C'est ici que se trouve le cœur du message, il ne s'agit pas d'une interdiction directe, mais d'une anticipation d'un éloignement progressif. La référence à l'Ukraine joue un rôle clé dans cette argumentation. Poutine décrit le processus ukrainien comme une succession d'événements déclenchés, selon lui, par des choix politiques mal évalués, notamment les discussions autour de l'accord d'association avec l'Union européenne. Il relie ensuite ces décisions à une escalade politique et militaire plus large. Cette lecture est évidemment contestée par d'autres acteurs internationaux, mais dans son discours, elle sert de modèle explicatif. Si un pays s'éloigne trop rapidement et sans coordination des structures économiques russes, cela peut créer des tensions majeures. Ce qu'il faut analyser ici, c'est la fonction politique de ce type de comparaison. Elle ne sert pas uniquement à décrire le passé, mais à influencer le présent. En reliant l'Arménie à l'Ukraine dans un même schéma, Poutine crée une analogie destinée à peser sur les décisions futures d'Erevan. C'est une forme de diplomatie préventive, où le récit historique devient un outil d'orientation politique. En parallèle, il propose une idée qui peut sembler paradoxale, celle d'un choix libre pour l'Arménie. Il affirme que la Russie n'a pas vocation à imposer une orientation, et qu'elle respectera la volonté du peuple arménien. Mais cette liberté est immédiatement encadrée par des considérations économiques et stratégiques très fortes, volume des échanges commerciaux, dépendance énergétique, flux migratoires, et avantages liés aux accords régionaux existants. Autrement dit, la liberté de choix est reconnue, mais dans un cadre où chaque option a un coût potentiel. Un autre élément important de son discours est la suggestion d'un référendum. Sur le plan rhétorique, cela renforce l'idée de souveraineté populaire. Mais sur le plan politique, cela permet aussi de déplacer la responsabilité de la décision vers l'intérieur du pays concerné. Ce n'est plus un conflit entre deux puissances, mais un choix interne à l'Arménie. Ce déplacement est stratégique, car il transforme une tension géopolitique en débat domestique. Enfin, il faut souligner la dimension plus large de ce type de déclaration. Elle s'inscrit dans une période où plusieurs États de l'espace post-soviétique réévaluent leurs alliances, leurs dépendances économiques et leurs orientations stratégiques. La Russie, de son côté, cherche à maintenir des zones d'influence stables, notamment via des structures comme l'Union économique eurasiatique. L'Union européenne, elle,
continue d'exercer une attraction normative et économique, même sans promesse immédiate d'adhésion. Entre ces deux dynamiques, les pays comme l'Arménie deviennent des espaces de tension et de négociation permanentes. Ce discours illustre donc un équilibre fragile, d'un côté, une volonté affichée de respect des choix souverains, de l'autre, une mise en garde claire sur les conséquences systémiques de ces choix. Et c'est précisément dans cet entre-deux que se joue aujourd'hui une partie importante de la géopolitique régionale. En conclusion, ce type de déclaration n'est pas seulement une analyse de situation, mais un outil d'influence. Elle vise à cadrer les décisions futures en les inscrivant dans un récit historique et stratégique plus large. L'Arménie, dans ce contexte, n'est pas seulement un acteur isolé, mais un exemple parmi d'autres d'un monde post-soviétique en recomposition, où chaque choix d'alignement devient un signal politique majeur. Alors les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous invitons à liker, à commenter, surtout à partager afin que nous soyons ensemble et nombreux ici.